Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, Liberté 5B, des jeunes en colère dictent leur loi dans ce quartier après la mort d'un agresseur présumé. Ces jeunes ont caillassé des voitures et vandalisé des maisons pour, disent-ils, venger un dealer battu à mort par les populations qui le soupçonnaient d'être un agresseur. La police veille au grain et une enquête est ouverte par la division des investigations criminelles. Modification du code des marchés, le Forum civil dénonce une casse visant à enrichir illégalement des entreprises, parlant du décret qui autorise aux sociétés publiques qui évoluent dans les secteurs pétroliers, gaziers et de l'électricité de se passer des procédures prévues par le code des marchés publics. Le coordonnateur du Forum civil estime que cette décision laisse la porte ouverte à la corruption. Les explications de Birahim Seck à suivre dans ce journal. Darou Rahman, une localité à quelques kilomètres de la ville sainte Touba, les eaux pluviales ont envahi les champs. Cela suite au débordement du bassin de rétention des eaux pluviales. Les populations dénoncent l'inaction des autorités locales face à cette situation. Reportage à suivre tout à l'heure. Et enfin, la rubrique découverte de ce soir nous mène à Djokul Ndiayen, un quartier lébou de la ville de Rufisque, riche en histoire. Fondée vers les années 1800, cette contrée est aujourd'hui menacée par l'avancée de la mer. À suivre en fin d'édition dans la rubrique découverte avec Babacar Seck. Bienvenue à tous. 14e législature. Le jeu sera très serré selon l'ancien président du groupe parlementaire des libéraux. Pour Doudou Wade, le jeu démocratique a réglé le problème de l'absentéisme. Il prédit une assemblée difficile sur ses nouvelles orientations. Le contrôle de son budget également. Doudou Wade intervenait plutôt à l'atelier d'échange organisé par le Forum civil en collaboration avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Écoutons Doudou Wade au micro d'Emmanuel John. Je dis nous serons dans une assemblée où les jeux seront très serrés parce qu'il n'y a pas une majorité qui permet au gouvernement de fonctionner librement et à sa guise. 83 sur 80 et un membre de l'opposition qui s'est déterminé comme étant de l'opposition sans rejoindre un groupe parlementaire, mais qui est de l'opposition et qui se battra sur des principes. Pape Djibril Fall se considère comme un non-inscrit, totalement non-inscrit. À part de ce moment, le premier problème qui est réglé aujourd'hui par rapport aux différentes législatures, c'est le problème de la présence. Elle est réglée d'elle-même par le jeu démocratique décidé par les citoyens. À 83 contre 80, si vous avez des absents, vous perdez votre loi. Difficile sur le vote de la loi, difficile sur les réorganisations, difficile sur les discussions budgétaires, mais difficile aussi sur la nouvelle orientation que prendra l'Assemblée dans son fonctionnement, dans ses ressources, dans l'élaboration du budget et dans le contrôle de sa comptabilité. Nous n'aurons plus des présidents omnipotents qui jugeront d'eux-mêmes la manière d'utiliser ou d'user de l'argent de l'Assemblée. En ce moment, nous aurons vers une Assemblée beaucoup plus transparente sur le problème de la gestion des fonds. Et je vous le disais tantôt, c'est une mesure qui est passée presque inaperçue. Le décret qui donne l'autorisation aux sociétés publiques dans le secteur du pétrole, du gaz et de l'électricité de ne pas appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics. Objectif, permettre à ces sociétés de faire face à la concurrence. Mais avec le nouveau décret, le gouvernement du Sénégal a pris l'option d'exclure les règles de transparence et de bonne gouvernance. C'est l'avis de Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, dans son intervention lors d'un atelier organisé en partenariat avec la Convention des jeunes reporters. Je vous propose de l'écouter. Comme vous dites que dans un secteur aussi stratégique comme le secteur pétrolier,
comme le secteur gazier, et même comme le secteur d'énergie électrique, tous les travaux qui concernent la Sénélec. On vous dit que les équipements qui sont relatifs à la formation dans le secteur, c'est-à-dire si vous devez acheter une caméra, un micro pour une formation, on vous dit que vous n'allez pas passer par le code des marchés publics. Si vous voulez acheter un Padex, un stylo, on vous dit que vous n'allez pas passer par le code des marchés publics si ça entre dans le secteur du pétrole ou bien du gaz. Les ressources publiques sont en danger et cette situation n'est pas conforme à l'article 25 de la Constitution qui nous dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ça, c'est des ressources qui nous échappent. Cette situation également n'est pas conforme à la Constitution qui nous dit qu'il faut respecter les principes de transparence et de bonne gouvernance, en l'occurrence le principe de concurrence. Cette situation également n'est pas conforme à l'article 9 de la directive 04/2005 de l'UEMOA sur les passations des marchés publics. Nous allons également informer les partenaires techniques et financiers, que ce soit l'USAID, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne. Pourquoi ces structures-là? Parce que certaines injectent leur argent dans le budget de l'État. Et il est inconcevable qu'on injecte dans le budget de l'État, que cet argent-là soit dépensé de façon qui ne respecte pas les règles de concurrence. Et en retour, il appartient aux populations également de payer ces sommes qui sont empruntées également à l'endroit de ces bailleurs. Nous allons également informer Transparency International qui constitue également la fêtière des membres également qui sont dans son réseau. Des voitures vandalisées, des balcons défigurés. C'est le constat fait à la SICAP Liberté 5B au lendemain du passage de jeunes animés par une colère pour, dit-on, un règlement de compte. En effet, un jeune y a été tué plutôt et abandonné au terrain de football de ce quartier. Pour l'heure, la police veille au grain et une enquête a été ouverte par la division des investigations criminelles. Abdourahmane Ly y a fait un tour. Reportage. Liberté 5 retrouve le calme habituel après le passage de quelques jeunes de Khariala qui n'ont rien laissé sur leur passage. La majeure partie des voitures au point mort caillassées sur fond de règlement de compte. Un jeune tué sur ce terrain de football. La cause. Une cause fallacieuse, explique ce jeune qui n'a pas souhaité décliner son identité. Nous les attendons de pied ferme. À vrai dire, la pilule ne parvient toujours pas à passer. En vérité, ils se sont trompés sur les causes de la mort de leur compère. Nous n'en sommes en rien responsables, mais nous les attendons. Hier, jusque tard dans la nuit, nous étions là. Pour des raisons sécuritaires, d'autres n'ont pas souhaité intervenir sur la question. Et ce, même si la police sur place veille au grain. La division des investigations criminelles poursuit son enquête pendant que Rokhaya Diop, de retour du marché, se plaint encore de la voiture de son époux, caillassée. Beaucoup de voitures ont été ainsi caillassées. Celle de mon époux, vous la voyez, elle est complètement saccagée. C'est inadmissible. Nous vivons dans ce quartier depuis plusieurs années durant, mais jamais nous n'avons assisté à ce genre de choses. Abdourahmane Diop, impuissant face à cette situation, s'en remet à Dieu. Pare-brise et vitres cassées, il atténue son exaspération dans le télétravail. Évidemment que cela a un impact sur ma mobilité parce que moi j'ai une mobilité réduite, donc je me déplace surtout grâce à mon véhicule. Et le fait que le véhicule ne soit pas praticable m'oblige aujourd'hui à rester chez moi. Heureusement que la partie du travail sur laquelle je suis actuellement, ça se fait en télétravail. Mais sinon, par exemple, demain, je dois aller en ville et je serai obligé de prendre un taxi pour pouvoir aller au travail. Impératif de réadapter la sécurité dans la commune, confie Nebi Bampouki. Je pense que ce sera une bonne solution pour la sécurité de tous les citoyens qui sont dans la Liberté 5 aussi. Les jeunes qui habitent dans le quartier savent les gens qui y sont, quoi, en fait. Une fois qu'ils verront d'autres gens venir au dehors, ils sauront que ces gens ne font pas partie du quartier. Et là, ça sera quelque chose qui pourra les aider aussi, quoi, à mieux sécuriser le quartier. L'inquiétude des parents ajoutée à la détermination des jeunes d'en découdre avec les casseurs, c'est le constat fait ici, à Liberté 5B.
Et l'actualité, c'est aussi les travailleurs des autoroutes du Sénégal qui exigent la réintégration des 16 licenciés pour des motifs non valables. Selon eux, ces agents réclament également le paiement des heures supplémentaires qui s'élèveraient à près d'1 milliard ainsi que le reversement de leurs cotisations à l'IPRES. Ces travailleurs ont d'ailleurs déposé un préavis de grève qui expire le 9 septembre prochain. C'est un reportage signé Mamadoussi. Les travailleurs des autoroutes du Sénégal haussent le ton et exigent la réintégration des travailleurs licenciés. Ces derniers réclament également près d'1 milliard à la société d'exploitation, des primes de transport qui n'ont jamais été payées. Nous réclamons immédiatement la réintégration de tous nos camarades licenciés. Nous réclamons aussi le paiement de tous nos droits et avantages. En dehors des heures supplémentaires, il y a ce qu'on appelle la prime de transport. Ils sont au nombre pratiquement de 200 et quelques personnes. Si vous faites le calcul, ça va avoisiner le milliard qui n'a jamais été payé. Et nous réclamons des CDI à l'ensemble du personnel. Face aux conditions difficiles des travailleurs, le collectif décide d'intensifier la lutte. Un préavis de grève a été déposé. De par la législation du travail, pour la mise en place d'un préavis de grève. Et nous l'avons déposé avec des employateurs. Donc vous le savez, le 9 septembre coïncidera à une semaine du début des activités du Grand Magal. Et là, nous nous gardons de la suite à donner par rapport à ça, si toutefois rien ne bouge. C'est le pays qui va bouillonner à ce moment. Les travailleurs des autoroutes du Sénégal peuvent compter sur le soutien de la CNTS qui s'engage à les accompagner. Il est inconcevable aux yeux de la centrale syndicale que des entreprises continuent de violer le droit des travailleurs. Et pendant ce temps, les contrôleurs aériens de l'ASECNA ont finalement accédé à la demande du président de la République de suspendre la grève qui devait démarrer dès demain. Une occasion de donner une dernière chance au dialogue avec l'administration de l'ASECNA. Pour le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du transport aérien et activités annexes du Sénégal, les mots de l'aéroport international Blaise Diagne sont énormes. Écoutons Alassane Doy au micro de Lach Malik Sissé. Nous pouvons juste dire Alhamdoulilah parce que si on en arrive à faire la grève, c'est que tout le monde a échoué. Donc aujourd'hui, le mouvement est suspendu. Il n'est pas annulé. Donc les négociations sont en cours. On espère qu'il y aura une issue heureuse dans l'intérêt de toute la famille aéronautique. Donc les mots de l'aéroport se résument à des difficultés quand même à l'image de ce qui se passe à travers le monde. L'inflation elle est galopante. Les travailleurs sont dans des situations très difficiles financièrement. Donc il y a aussi le problème lié à l'éloignement, à savoir l'habitat social. Donc les attentes des travailleurs sont énormes et les sociétés, la majorité des structures qui sont sur la plateforme sont en difficulté. J'ai entendu par le canal des réseaux sociaux, beaucoup de gens sont intervenus pour parler de ça. La dette a effectivement bel et bien été soldée. Et là, c'est une occasion pour moi pour féliciter le DG de AIBD parce qu'en soldant cette dette par anticipation, il y a une économie d'à peu près de 27 millions d'euros qui a été faite. Donc, parce que les banques, même à un moment donné, selon mes investigations, ne voulaient pas d'un paiement anticipé. Il l'a réussi. Donc maintenant, l'économie de cet argent peut-être va permettre d'investir, d'injecter de l'argent dans les projets imminents de l'aéroport, à savoir la construction de nouvelles aérogares, la construction d'hôtels sur la plateforme aéroportière et d'aider dans le volet habitat social. Et même l'extension de l'AIBD. C'est même une urgence parce qu'aujourd'hui, l'aérogare, le seul que nous avons aujourd'hui est saturé. Il y a même le hangar fret qui va être délocalisé. Donc il y a plein de chantiers en cours. Je pense que AIBD, c'est une société de développement et devrait même dans sa conception plus s'impliquer dans la gestion quotidienne de l'aéroport afin d'aider les structures qui sont en difficulté dans le secteur. Et je vous le disais dans les titres, le débordement du bassin de rétention des eaux pluviales de Darou Rahman a occasionné d'énormes dégâts matériels dans cette localité située à quelques kilomètres de Touba. Les eaux pluviales ont envahi les champs maraîchers, une situation qui bloque les activités de ces populations de Darou Rahman. C'est un compte rendu de Goran Aklo.
Des hectares entièrement inondés, des champs maraîchers complètement rasés, Darou Rahman patauge sous les eaux pluviales, une situation due au débordement du bassin de rétention, un problème qui dépasse le porte-parole des maraîchers de cette localité située à quelques encablures de Touba. L'État doit impérativement savoir ce qu'on a perdu, car depuis des années, nous travaillons dans le secteur du maraîchage. Le président de la République était même de passage ici et nous l'avions demandé de trouver une solution pour que l'eau du bassin puisse arroser nos cultures. Nous ne pouvons pas évaluer en ce moment ce qu'on a perdu, mais nous pouvons dire que ça dépasse déjà les centaines de millions sur un linéaire de 3 km. L'eau a tout ravagé. Ainsi, population et maraîchers impactés par le débordement du bassin de rétention des eaux pluviales sollicitent l'aide des autorités administratives du département. Il faut que les autorités réagissent de façon rapide, car les dégâts sont énormes. Après la visite du ministre de l'Intérieur à Touba pour les besoins du Grand Magal de Touba, Darou Rahman rencontre d'énormes difficultés suite au débordement du bassin de rétention. Et à Mbour, le ministre de l'Intérieur satisfait du dispositif du plan Orsec en tournée dans cette localité. Antoine Félix Diome a déclaré qu'il n'y a pas de difficultés majeures dans ce département. Le ministre promet de renforcer le dispositif d'évacuation des eaux et l'accompagnement social de ces populations. Antoine Félix Diome, que je vous propose d'écouter au micro de Muntaga Kane. Dans le cadre d'une tournée, d'abord de reconnaissance, mais également de solutions urgentes à apporter dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec qui a été déclenché le 5 août passé sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Dans le département de Mbour et particulièrement au niveau de Joal et de Mbour, ce qu'on a noté, c'est que le dispositif de pompage fonctionne très bien. Les sapeurs-pompiers avec les équipes municipales donc de Mbour et de Joal travaillent en parfaite collaboration pour le bonheur des populations. Pour ce faire, nous devons tous, la main dans la main, travailler ensemble, l'État, collectivités territoriales, aux côtés des populations. Alors pour le département de Mbour et particulièrement le dernier point que nous venons de visiter, je me réjouis des félicitations chaleureuses que les populations rencontrées ont adressées à leur maire. C'est pour dire qu'il est à leur chevet, il travaille avec eux, il échange avec eux, il apporte les solutions. Parlons de toute autre chose. Les professionnels des médias décidés à assainir le milieu de la presse ont mis en place des cartes nationales, chose bien saluée par des journalistes de D-Média et 7TV. L'entrée en vigueur de ces cartes nationales de la presse est d'ailleurs prévue le 1er septembre prochain. Et si certains confrères n'ont pas encore déposé pour l'obtention de cette carte nationale, d'autres sont obligés de le refaire faute de plateforme mis sur pied. C'est un reportage signé à l'UNSO. Nous avons toujours demandé à ce que notre métier soit assaini. Le vœu des professionnels de l'information et de la communication, l'entrée en vigueur des nouvelles cartes de presse va les soulager. Cependant, certains d'entre eux sont obligés de déposer à nouveau. J'avais déposé en ligne en premier temps, mais malheureusement il y a eu quelques problèmes, donc voilà, mais malheureusement je dois encore à nouveau déposer. En plus des problèmes de la plateforme d'inscription, la durée de délivrance de la carte de presse est critiquée par certains, mais selon notre interlocuteur, la durée d'attente est normale. Il faut donner le temps nécessaire à la commission de procéder à la vérification et pour obtenir justement, pour pouvoir obtenir à temps cette carte nationale d'identité. Et je pense que le délai c'est 3 mois, c'est pas long. Donc voilà, encore une fois, aux journalistes et aux techniciens de médias d'aller faire le dépôt de leur dossier pour pouvoir obtenir à temps cette carte presse.
Après le groupe des médias Cap sur 7 TV, ici nous rencontrons Momar Cissé. Le journaliste soutient qu'avec l'entrée en vigueur des nouvelles cartes de presse nationales, le milieu sera bien assaini. C'est en tout cas bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle la racaille, des gens qui se disent journalistes et qui ne sont pas. Alors je crois qu'avec cette carte, ce serait bien de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, parce qu'on se rend compte qu'il y a autant de dérives. À ce jour, 1522 dossiers ont été enregistrés, plus de 1400 examinés, 794 validés, 696 cartes sont imprimées et 98 sont en production. Emploi des jeunes, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion était en forum d'information et de sensibilisation avec des jeunes du département de Tivaouane en quête d'emploi. La directrice du service national de l'insertion, par cette occasion, a rappelé les efforts du gouvernement en matière de formation des jeunes. Isidore Alexandre Sen pour plus de précisions. Le département de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion déplace ses quartiers à Tivaouane, un forum pour outiller les jeunes à la recherche d'emploi. L'ensemble des acteurs qui ont travaillé en parfaite synergie pour que cette activité qui se déroule ici à Tivaouane, la même activité se déroule à Rufisque, la même activité se déroule à Mbour et la même activité s'est déroulée il y a 2 jours au centre de formation professionnelle et ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire pour que la jeunesse, les femmes, sachent que l'État du Sénégal est en train de faire un excellent travail et que la jeunesse et les femmes soient au rendez-vous de l'émergence et du développement. De 2012 à maintenant, beaucoup de centres de formation ont vu le jour au Sénégal. Un dispositif exclusivement mis en place pour les jeunes, rappelle la directrice du service national de l'insertion au ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Les efforts que le ministère a faits depuis 2012 en termes d'effectifs, en termes de renforcement de notre dispositif de formation. Pour accéder à un emploi, il faut d'abord avoir une bonne formation. On ne peut pas être employable si on ne détient pas de compétences. À Thiès, les métiers du numérique sont en ligne de mire. C'est un certificat qui ne demande pas un niveau pour accéder à la formation professionnelle. Vous pouvez être à l'école, vous pouvez ne jamais avoir été à l'école, vous pouvez abandonner l'école très tôt, on vous trouve une solution. Il suffit de connaître les certificats de spécialité qui sont en cours, de s'approcher au niveau de l'établissement qui offre le certificat de spécialité et on vous forme. Le département de Tivaouane, compte tenu de son potentiel minier, doit être doté d'un institut du genre. C'est l'un des plaidoyers au cours du forum organisé par le service national d'insertion professionnelle. Et dans l'affaire des droits de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022, cette affaire opposant le groupe E-Media Invest et New World a connu un nouveau rebondissement selon le PDG de la 2STV, El Hadj Ndiaye, par ailleurs président du conseil d'administration de la Société sénégalaise de télédiffusion du Sénégal, TDS SA. La RTS ne peut pas signer ce type de contrat. Il donne ses explications au micro d'I-Radio. Ce n'est pas un problème de l'aval. Il n'a pas besoin d'aval parce qu'il ne doit pas signer. Il n'a pas besoin d'aval. C'est-à-dire que c'est des choses qui reviennent à TDS. La société TDS a été créée pour se substituer à la RTS en son article 6, comme vous l'avez vu. Maintenant, je ne comprends pas français, ou peut-être c'est lui qui n'a pas envie de comprendre, il le sait très bien. Parce que les lois et les textes ont été signés depuis 2017, donc 2018, tel que vous le dites. Donc, Racine Talla, DG de la RTS, ne peut plus signer un contrat par rapport à ça. Et ça, je suis formel là-dessus. Peut-être aussi que, bon, voilà, s'il va aller signer, il sait très bien qu'il n'a plus le droit de signer parce que c'est des choses qui ont été transférées à TDS. Le patrimoine qui a été transféré à la TDS, comme le personnel, les 75 personnes qui ont été transférées à TDS, qui sont actuellement à TDS. En d'autres termes, le DG de la RTS ne peut plus signer, ne doit pas signer un contrat avec un quelconque par rapport à la diffusion et à la transmission.
Le texte est clair, la loi elle est claire, les choses sont claires. S'il l'a fait, il l'a fait exprès parce qu'il le sait. Et donc depuis, on l'interpelle, il ne répond pas. Il a été voir le ministre des Finances, peut-être il en a parlé au président de la République. Bon, certainement, ils n'ont pas peut-être fait attention à ça. Et bon, il leur a fourgué un truc. Et moi, je dis que dans la vie, il faut être vraiment loyal. Pour être loyal vis-à-vis de son chef, il faut lui dire la vérité. La rubrique découverte ce soir nous mène à la commune de Rufisque-Ouest où le quartier de Djokul Ndiayen, fondé dans les années 1800 et qui occupe une place importante dans l'histoire de la ville de Rufisque. La première mosquée en dur y a été construite à Ndiayen Djokul, ce quartier lébou qui est aujourd'hui menacé par l'avancée de la mer. C'est une rubrique signée Babacar Seck. Situé dans la commune de Rufisque-Ouest, Ndiayen, qui fait partie des quartiers de Djokul, est fondé par Mounia Ndiaye vers les années 1800. Djokul Ndiayen occupait une place très importante à Rufisque. Nous retenons à peu près la date vers les années 1800. Mais ce n'est pas quelque chose de définitif parce que nous sommes en train de faire des recherches pour avoir une date précise de l'implantation de la création du quartier Djokul Ndiaye. Le vieux Mounia Ndiaye a créé le quartier parce que surtout on l'a envoyé ici. Il voulait un lieu d'habitation. Les colons l'ont envoyé ici. Mais ce quartier était habité par des djinns, comme on dit. Hein? Il a lutté et il s'est implanté. Alors, de ce fait, toute décision qui doit être prise par les autorités coloniales, les autorités communales, dans cette ville de Rufisque, était prise dans ce penché-là. Babacar Pouy, un sage du quartier, revient sur l'origine du nom de Djokul. Djokul nekkul woon fii Djokul mu ngi woon ca quai de pêche ba. Djokul n'était pas ici. Le quartier était au niveau du quai de pêche. Les populations se sont déplacées pour bénéficier de dons au temps des colons. Ce qui a amené les Djokul, Ouag, Ndiourène, Ndiayen et Kao, parce que c'était un peu loin. Turu Djokul foofu la jóge Ndiayen ñu santale ko Ndiayen Djokul Kaw dox bu sori ñu ne Djokul Kaw. La mosquée de Djokul Ndiayen est pleine d'histoire. Elle est la première construite en dur à Rufisque. Donc la date qui a été retenue pour que la construction de la mosquée, c'est en 1922. Donc aussi on a dit que c'est la première mosquée construite en dur au niveau de Rufisque. C'est une mosquée qui est vieille d'histoire. Donc maintenant la mosquée, c'est une mosquée qui est pleine d'histoire. Comme je viens de vous le dire, il y avait un shérif qui à chaque fois quand il avait l'occasion, il venait ici faire des prières parce qu'il avait dit que c'est une mosquée qui, donc quand on fait tout le temps tu formes des problèmes dans ces mosquées, donc vous pouvez avoir la certitude que Dieu va serait exercé par le Tout-Puissant. L'avancée de la mer menace Djokul Ndiayen, le renforcement de la digue de protection et le souhait des populations. Quand on était enfant, il n'y avait pas le barrage qui est là actuellement. Mais avec l'avancée de la mer, il a fallu qu'on dresse ce barrage-là pour qu'il n'y ait pas de dégâts ici, au niveau des maisons qui sont près de la mer. Mais je vois qu'actuellement, le problème demeure et c'est ça s'aggrave. Donc il est temps qu'on se réunisse entre conseils de quartier pour pouvoir discuter de cela, essayer de trouver des solutions pour peut-être en faire part aux autorités. Dans le but de rendre le cadre de vie plus attrayant, un programme de pavage des rues de Djokul Ndiayen a été initié par les populations. Tous les habitations du quartier ont adopté ce projet. Comme les leurs, ils apportent leurs sous. Sur fonds propres, je vous dis, nous avons réussi à réaliser tout cela. 2400 mètres carrés de pavage, rien que sur notre quartier, sans la contribution de quiconque, excepté les habitations de ce quartier.
Donc vraiment, le défi était grand, vraiment, mais nous avons réussi en une année et quelques. Vous avez vu, lorsque nous faisions le tour du quartier, donc qu'il ne nous reste pas grand-chose à faire, à réaliser par rapport à ces pavés. Je ne parle même pas de l'embellissement, non. À vue comme ça, comment c'est joli, je ne parle même pas de ça. Mais ça impacte sur le comportement des habitants. Oui. Il y a un dicton qui dit que l'individu est déterminé par son milieu, de là où il vit, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de comportements des habitants qui changent rien que par ce pavé. Je donne un exemple. Par exemple, une dame pouvait sortir de sa maison et verser de l'eau comme ça sur la rue. Et depuis lors, de tels comportements sont bannis. Nous ne trouvons plus de tels comportements. Maintenant, côté santé aussi, ça se répercute sur la santé des personnes. Parce que s'il n'y a plus de sable, s'il y a coup de vent, le sable ne se lève pas. Donc, qu'est-ce qui se passe côté respiration? Il y a des maladies comme la tuberculose qui peuvent être, n'est-ce pas, qui peuvent disparaître donc, de la zone. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages sur ce côté-là. Il y a beaucoup d'avantages. Plus de la moitié de Diokoul-Ndiayen est pavé. À terme, c'est un quartier sans sable que les populations veulent. Et c'est cette découverte qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.